Adeptes de la grande toile, bonjour! Si je vous dis que le film qui nous intéresse aujourd'hui est une production Pixar, qu'il parvient à mettre en image une flopée de concepts et théories psychologiques complexes, et que celle-ci traduise l'évolution de son protagoniste au fil du récit, vous risquez de penser spontanément au vice-versa de Pete Docter. Et pourtant, 12 ans plus tôt, un autre chef-d'œuvre du studio à la lampe s'était déjà essayé à l'exploration du cerveau de ses personnages, doublant l'épopée d'un père à la recherche de son fils d'une subtile lecture psychanalytique. Vous l'aurez compris, c'est l'heure de parler du monde de Nemo. Concrètement, que raconte le film? Eh bien, c'est l'histoire de Marin, un père parti à la recherche de Nemo, son fils, après qu'un plongeur l'ait ramené chez lui pour l'offrir à sa nièce. Or, Nemo est le seul survivant d'une lignée d'œufs, victime d'un barracuda qui dévora également sa mère. À la suite de ce drame, Nemo s'est retrouvé avec une nageoire atrophiée, et Marin est désormais terrifié par le grand large. C'est à partir de là que le long métrage va prendre une dimension inattendue. Celle de mettre en scène plusieurs concepts liés au cerveau humain et faisant toujours écho au parcours intérieur de ses héros. Un parcours qui se fera bien sûr par le biais de rencontres avec d'autres personnages ou d'obstacles à surmonter, mais transcendé par les spécificités de l'animation, seule à même de donner vie à cet imposant monde aquatique. Le premier concept mis en scène fait suite à l'accident inaugural. Marin est en effet victime du syndrome de stress post-traumatique. Il tente à tout prix d'éviter les situations qui pourraient lui évoquer le drame et refuse de laisser son fils sans surveillance ou de le laisser approcher de la grande falaise. La grande falaise? Il les emmène à la grande falaise? Non mais vous êtes complètement cinglés! Mais faites-les frire tout de suite pendant que vous y êtes, avec des pommes vapeur! C'est à la suite de cette séquence que Marin rencontrera un premier obstacle. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne s'agit pas de Bruce le requin, mais de Dory. C'est la rencontre qui constituera le fil rouge du récit, puisque c'est en partie d'elle dont dépendra l'évolution de Marin. À cet instant du film, Marin va devoir cohabiter avec un personnage atypique, qui risque de le ralentir dans sa progression dans la mesure où Dory souffre d'amnésie. C'est dans sa capacité à accepter sa différence que se jouera l'avancement de sa quête. C'est donc à ce moment-là que le duo rencontrera Bruce et sa bande, dont la particularité est d'être un groupe de requins souhaitant changer leur nature pour ne plus manger de poissons et les accepter parmi eux. Je suis un gentil requin, pas une machine à tuer. Si je veux arriver à changer cette image, je dois d'abord me changer moi-même. Les poissons sont nos amis, on n'y touche plus. La séquence fait directement écho au parcours de Marin et à la difficulté d'accepter ce qui ne lui ressemble pas, comme le traduira le brutal revirement de Bruce et son envie de becqueter du poisson clown. Intervention! Notez au passage que la séquence prend place au milieu d'un champ de mines flottantes, ressemblant assez clairement à des neurones tels qu'on les schématise couramment. L'une des propriétés du neurone est d'ailleurs l'excitabilité, autrement dit, la capacité de convertir les stimulations en impulsions nerveuses, ce que l'on peut assimiler à ces mines explosant au moindre contact. Une fois cette étape franchie, Marin et Dory feront face à un poisson pêcheur. Celui-ci a la particularité d'avoir une antenne lumineuse lui permettant d'attirer ses proies. C'est ainsi que le duo sera attiré dans les abysses, dans une séquence qui dira une nouvelle fois beaucoup de choses de ses protagonistes. Tout d'abord, Dory va prendre Marin pour sa conscience. Un gag qui fonctionne en tant que tel, mais qui a aussi le mérite de lier thématiquement les personnages. En effet, en tant que conscience, Marin aide Dory à avancer, la met littéralement en lumière afin de lui permettre de lire les inscriptions du masque. Le duo est désormais lié dans l'action, et les événements mettent en valeur les bienfaits de leur première collaboration. La quête de Marin peut se poursuivre tandis que Dory voit sa mémoire se renforcer. Qu'est-ce que t'as écrit sur le masque? Ray Sherman, 42 Wallaby Way, Sydney. Je me rappelle ce qui était écrit. D'habitude, j'oublie tout de suite, mais là, je me souviens très bien. Cette amélioration de l'état de Dory a un nom. C'est la facilitation sociale. Phénomène découvert par le psychologue Norman Triplett et selon lequel la présence d'autrui a un effet bénéfique sur les performances d'un individu. Et oui, l'amnésie de Dory constitue non seulement un formidable running gag, vecteur évident de rebondissement et de rupture de ton, mais elle en dit aussi beaucoup d'elle à des moments clés du récit. Elle se souviendra ainsi toujours de l'adresse du dentiste lorsque Marin sera à ses côtés, et l'oubliera quand il l'abandonnera. P. Sherman, 42... 42... Ah, ça va me revenir, j'en suis sûre, c'est là, je sais que c'est là quelque part. Il suffit que je te regarde pour que ça revienne. Il suffit que je te regarde dans les yeux et je me sens chez moi. Ce qui nous amène aux deux nouvelles épreuves successives des deux comparses. Dans un premier temps, c'est un banc de poissons lunes argentés qui freinera leur épopée. Par son extrême coordination et le fait de parler d'une seule voix, le groupe n'évoque rien de moins que le concept de désindividualisation. Comme son nom l'indique, la désindividualisation traduit la mise à l'écart de la conscience individuelle par le fait de se sentir affilié à un groupe. Le groupe est ainsi le thème clé des deux nouvelles rencontres de Marin, lui qui est pourtant incapable de faire confiance à Dory pour l'aider dans ses recherches. C'est tout naturellement au milieu d'un banc de méduses qu'il apprendra l'entraide.
Des méduses qui, comme le champ de mine flottante, prennent la forme d'une armée de neurones. Quand soudain débarque Samina Seri. Toc toc, badaboum. Pas en personne bien sûr, mais dans la peau de Crush, tortue de mer à qui il prête sa voix dans la version française. Cette rencontre est un moment clé du récit. C'est la seule fois où Marin rencontrera son négatif symbolique. Le film mettant alors en parallèle les notions de parents permissifs incarnés par Crush et l'autoritarisme parental qui a mené Nemo à se rebeller précédemment. Puisqu'il a désormais appris à faire confiance en quelqu'un de différent, Marin écoute volontiers Crush lui expliquer sa conception de l'éducation et surtout de la vie. Au secours! Oh, calme aux yeux. Voyons voir comment le petit se débrouille quand il navigue en solo. Faire de Crush une tortue extrêmement décontractée fait sens compte tenu de son environnement, un courant, celui de la vie probablement, sur lequel il se laisse glisser, affrontant les remous à bras-le-corps et témoignant d'un lâcher-prise absolu. Le lâcher-prise, dont il était déjà question dans notre épisode consacré à The Impossible, c'est littéralement laisser derrière soi ce à quoi on s'accrochait. Pour avancer, Marin devra donc abandonner sa peur de l'inconnu, qui se manifestait notamment par sa peur du grand large. Un lâcher-prise qui devra passer à la pratique dans le ventre d'une baleine. Et oui, comme Jonas. Dans la Bible, ce dernier est avalé par un grand poisson pendant 3 jours et 3 nuits avant d'être recraché. Le sens de cet événement est à prendre dans la symbolique du passage entre deux mondes, deux états de conscience, de la mort initiatique à la renaissance spirituelle. Elle dit qu'il faut lâcher prise et accepter notre sort. Tout se passera très bien. Mais qu'est-ce que tu en sais? Comment est-ce que tu peux savoir qu'il nous arrivera rien, Dory? Mais je sais pas. Concrètement, le marin qui sortira de la baleine après avoir littéralement lâché prise sera différent de celui qui est entré. Le marin du début du film ne voulait croire en personne et avait peur de l'inconnu. Le nouveau marin est courageux, altruiste, fuyant son égocentrisme en même temps qu'il fuit les mouettes. Cela ne vous aura d'ailleurs pas échappé, le seul mot que celle-ci semble capable de prononcer, c'est évidemment... À moi? Bon, c'est plutôt pas mal pour un film pour enfants, non? Et encore, il ne s'agit là que des principaux concepts abordés par l'équipe d'Andrew Stanton. On vous laisse détecter les plus discrets tels que la théorie de l'apprentissage social, l'effet du témoin, la phobie, le stress ou la théorie dite du travail versus infériorité. Et pourtant, le monde de Nemo ne s'arrête pas là, n'hésitant pas à pousser sa démarche toujours plus loin. Par exemple, avez-vous remarqué que Marin et Dory agissent comme le font les deux hémisphères de notre cerveau? Ben ouais, dans notre cervelle, l'hémisphère gauche résonne de manière séquentielle et analytique, logique, point par point. C'est le cas de Marin qui ne peut s'empêcher d'être pragmatique et d'anticiper les éventuels dangers. A contrario, l'hémisphère droit a une approche plus globale, gère les nouveautés et l'apprentissage, à l'image d'une Dory pour le moins spontanée et qui se base sur son intuition. C'est en collaborant que le duo parviendra à évoluer et à avancer, tels les deux hémisphères reliés entre eux, l'un recevant des informations sensorielles qui vont commander les réponses motrices de la moitié opposée du corps. Et puisque l'on parle de liens, ceux qui nous suivent régulièrement auront noté qu'on a déjà parlé de cette séparation du cerveau dans notre épisode consacré à Avatar de James Cameron, comme quoi les grands esprits se rencontrent. Il est également inévitable d'évoquer les parcours respectifs de Marin et de Nemo. Vous aurez peut-être noté que le film adopte le point de vue de Nemo après chaque épreuve que le père aura réussi à surmonter. Nous vous parlions tout à l'heure de la première propriété du neurone, à savoir l'excitabilité. Sa deuxième propriété est la conductivité, cette capacité à transmettre les impulsions nerveuses. Andrew Stanton relie ainsi les péripéties du père et du fils par un raccord de mouvement ou par un fondu enchaîné rappelant deux neurones reliés entre eux par une synapse, ce point de contact transmettant le signal nerveux d'un neurone à l'autre. Une analogie qui va jusqu'au bout de sa logique, puisque chaque événement vécu par le père trouve son écho dans les aventures du fiston, comme si l'expérience du premier était transmise au second. Par exemple, après que Marin ait fait face au requin, Nemo devra lui aussi changer sa nature pour se sortir d'une situation problématique. Alors que l'union symbolique entre Marin et Dory se fera dans les profondeurs de l'océan, l'intégration de Nemo au groupe de poissons de l'aquarium se fera au sommet d'une montagne. Tandis que Marin se pose en conscience de Dory, Nemo, lui, se trouvera un mentor. Il fera lui aussi l'expérience de l'entraide après que son père ait pu sauver Dory des méduses. Et lorsque Crush apprend à Marin que les enfants savent quand le bon moment est venu de se prendre en main, Nemo se chargera de sa mission seul devant les yeux tétanisés des adultes. Finalement, c'est avec l'aide de Dory et de Nemo, en se connectant aussi bien à l'hémisphère droit qu'en s'aidant de ses neurones, que Marin parviendra une dernière fois à ses fins. Désormais complet, Marin est redevenu un poisson clown et fait suffisamment confiance aux autres pour ne pas avoir à leur expliquer la logique de ses blagues. À chacun alors de s'amuser à trouver d'autres jeux de miroir qui parsèment le film, ces liaisons nerveuses liées les unes aux autres, ces analogies visuelles ou ces moitiés qui assemblées formeront un tout. Car le monde de Nemo est aussi une histoire d'être incomplet qui porte un handicap et qui cherche à le surmonter quand ils ne sont pas déjà parvenus à le faire. Marin, lui, y parviendra en lâchant prise, en marchant droit devant lui comme lui apprendra Dory, se construisant par l'action à mesure qu'il avancera dans l'inconnu. Par ce biais, il se construira sa propre légende après les avoir lui-même côtoyés et deviendra le héros de sa propre histoire, celle que se transmettront les animaux qui le mèneront à son fils.
Comme dans Mille et une pattes, précédente réalisation d'Andrew Stanton, et comme dans son futur Wall-E, c'est un individu qui provoquera le changement. Celui qui sortira littéralement du rang pour aller affronter l'inconnu. Car pour Pixar, se construire, c'est faire face au danger. Sortir de sa zone de confort pour affronter quelque chose de plus grand que soi. Une démarche qui aura longtemps fait le succès d'un studio rarement avare en prise de risque. Le monde de Nemo en restera définitivement l'un des exemples les plus brillants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partair et à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt. Nage droit devant toi, nage droit devant toi, nage droit devant toi, devant toi, devant toi. Que faisons-nous, nous nageons, nageons. Dory, arrête. Oh, 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 oh.